On va vérifier que ça marche bien aussi en même temps sur la page. Donc à savoir aussi, ouais, je vous le redis, il y a un petit décalage en fait entre le moment où nous on discute et puis les questions qui apparaissent. Mm. Il y a à peu près 30 secondes, une minute. Ok, et B, c'est tout bon, on apparaît. Ok, donc ouais, Olive nous a vu, c'est parfait. Bonjour à tous pour ce nouveau live de For Food Solutions. Donc aujourd'hui, on va parler de l'EBP, donc l'Evidence Based Practice, pour savoir un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, comment on peut mettre ça en application en clinique, si on peut mettre ça en application en clinique. Donc on va avoir comme intervenant principal Mathieu Howell. Donc Mathieu qui est donc docteur en biologie depuis 2005. Qui était ancien responsable du laboratoire de diagnostic et d'hématologie à l'hôpital de Genève et qui a cofondé l'école suisse de cytométrie, donc un vraiment chercheur de profession, et qui ensuite a voulu est devenu kinésithérapeute et a fait un master en physiothérapie en Angleterre. Donc le côté chercheur t'a rattrapé, Mathieu. Et puis Alexandre, qu'on a déjà vu dans le live sur la douleur, podologue et ostéopathe avec un intérêt sur tout ce qui est justement EBP et puis un domaine d'application dans les neurosciences de la douleur. Salut. Donc Mathieu, je vais te donner la parole pour nous faire cette présentation. Ok. Hop, je te mets ton PowerPoint. Alors, voilà. Tac. C'est tout bon. On donne le top départ. Bon, on est parti. Et voilà, c'est bon. Donc ouais, pour expliquer un peu comment est-ce que je suis parti, comment est-ce que je suis passé de la recherche à kiné, c'est que depuis le début, je cherchais à me rapprocher du patient. Donc j'ai fait une petite carrière en recherche, j'ai fait 2 postdocs, mais à chaque fois j'essayais de trouver des sujets de plus en plus appliqués. À la fin, donc comme tu as dit, j'étais plutôt dans le diagnostic. Je suis resté quelques années dans le domaine du diagnostic. Et puis, j'ai franchi le pas. C'est pour être vraiment contact du patient. Donc, j'ai fait cette formation de physiothérapeute que j'ai fait en Angleterre. Et puis maintenant, là, je suis en cabinet privé. Je vois des patients tous les jours, mais j'ai aussi quand même un pied dans la recherche. J'ai quelques petits projets de recherche. Et puis, ce genre d'action là, de transfert, de transmission du savoir qui me fait plaisir. Donc, tout ça pour situer aussi un peu les choses et surtout le fait que moi je viens de l'autre bout du continuum. Le DP, donc c'est de plus en plus, on va dire à la mode, mais on en parle de plus en plus dans le domaine paramédical. Et quand j'ai fait justement cette formation de physio, on parlait de cette révolution de l'EBP, je tombais un petit peu de haut parce que moi je connaissais pas d'autre façon de travailler que celle basée sur l'épreuve. Donc j'ai dû faire tout le cheminement mais inverse et me rendre compte que finalement le BP que je connaissais très bien se heurte à la réalité de la pratique. Dès qu'on touche à des patients, c'est complètement différent du travail sur des cellules ou même des petits animaux de laboratoire. Il y a énormément d'autres choses qui entrent en compte et donc voilà, c'est une vision du même problème mais sous un angle un peu différent. Donc dans le domaine médical et paramédical, notre pratique, elle s'articule, en tout cas notre raisonnement clinique, il s'articule autour de 3 axes. D'abord, il nous faut une bonne connaissance de la biologie, de la physiologie, de l'anatomie, des mécanismes pathophysiologiques, donc une bonne base théorique, une bonne formation de base. Également de l'expertise clinique, donc c'est la somme des expériences qu'on peut accumuler au cours de toute une carrière. Ça, c'est d'autant plus valable que cette expertise clinique, que cette expérience clinique, elle est critique et réflexive. En Angleterre, les physios doivent renouveler leur autorisation d'exercer et on doit fournir des preuves de développement personnel continu et aussi des réflexions sur notre pratique. Donc, on doit écrire des petits textes, il y a différents modèles qui existent. Mais en tout cas, au moment anglo-saxon, on encourage les gens et les praticiens à réfléchir, à faire de l'analyse de leur propre pratique, des problèmes de tous les jours. Donc ça
j'encourage vraiment tout le monde à le faire. C'est un peu facile, un peu laborieux au début, mais on en tire vraiment beaucoup de choses. De se poser et d'analyser vraiment un problème, c'est vraiment très enrichissant. Et puis de plus en plus, on a ce troisième axe qui se développe, c'est l'axe des preuves scientifiques, evidence-based. Donc pendant très longtemps, finalement, les praticiens ont travaillé surtout sur ces deux axes, théorie, expertise clinique. Et puis de plus en plus, on essaie d'introduire des preuves scientifiques. Donc l'EBP ou le BM, Evidence-Based Medicine, ça a été bien décrit, caractérisé par David Sackett, et j'ai mis sa définition ici parce que je trouve qu'elle est vraiment elle est parfaite. Chaque mot est pesé et chaque mot est important, et d'ailleurs j'ai souligné une partie. Donc pour lui, la médecine fondée sur les preuves, ça consiste à utiliser de manière rigoureuse, c'est-à-dire qu'on suit une méthode explicite, donc on dit quand est-ce que ce qu'on fait ou ce qu'on dit est supporté par la littérature, quand est-ce que ça ne l'est plus. Il m'est arrivé de faire des formations avec des gens qui avaient une bonne connaissance de la littérature, mais qui passaient des fois sans transition de la littérature à leur propre avis personnel, sans le dire, sans l'annoncer. Il fallait trouver nous-mêmes un peu la transition. Je ne sais pas si les gens vont reconnaître l'orateur dont je parle, mais il y a des gens qui ont une bonne connaissance de la littérature, un bon charisme, et qui ont aussi un avis personnel assez fort, et parfois négligent un peu de dire quand est-ce que l'evidence-based s'arrête et quand est-ce que c'est leur opinion. Et voilà. Quand on fait de la vraie EBP, on est explicite, on dit quand est-ce que notre avis personnel entre en jeu. Judicieuse, évidemment, on n'utilise pas les preuves pour tout et n'importe quoi. En tout cas, on n'a pas à justifier chacun des aspects de la pratique avec des preuves expérimentales. Les preuves actuelles, c'est important. Alors, il n'y a pas une date de péremption sur les articles, mais on sait que la science, elle se renouvelle constamment. La science, elle est autocorrectrice. On affine sans arrêt les connaissances. Donc, évidemment, on essaie d'utiliser les dernières preuves scientifiques. Et les plus pertinentes, évidemment, il va falloir faire un tri parmi tout ce qui existe comme information. Et on utilise tout ça pour la prise de décision concernant les soins à prodiguer à chaque patient. Et très important, ça implique que l'on conjugue expertise clinique individuelle avec les meilleures preuves cliniques externes. Ça veut dire que c'est pas uniquement donc c'est basé sur les preuves, mais c'est pas uniquement sur les preuves expérimentales. On doit aussi utiliser sa propre réflexion et son expertise. Donc c'est pas du tout en opposition avec l'expertise clinique, c'est au contraire en complément. Ça donne de la profondeur à la pratique. Et ces preuves cliniques, elles sont obtenues par une recherche systématique, et c'est peut-être le mot le plus important ici. Pour faire vraiment la bonne pratique basée sur les preuves, il faut que les preuves soient solides, et il faut être très rigoureux et très critique sur la façon dont on récupère ces preuves expérimentales. Donc, comme j'ai dit, le BP, c'est pas une recette toute faite, c'est pas un protocole que vous allez tirer et puis appliquer tel quel. C'est pas non plus une certification. On n'est pas EBP ou on n'est pas. C'est pas blanc ou noir. C'est pas comme un tampon qu'on aurait sur notre cabinet ou sur notre pratique. C'est plutôt une manière de travailler, une manière d'appréhender sa propre pratique. C'est pas du tout un substitut à l'expertise clinique, mais au contraire un complément. Et certains pourrait le voir comme une contrainte ou une restriction, et absolument pas. On n'est pas obligé de suivre exactement ce qui est publié. On va voir qu'il y a certaines limites. Au contraire, on adapte. C'est là où on utilise justement ce raisonnement clinique, et on a le droit évidemment d'expérimenter et puis de valider soi-même certaines approches. Ce que c'est pas non plus, le BP, c'est pas parce qu'on cite un papier qu'on fait forcément le BP. Donc, si on s'appuie sur une publication qui décrit une méthode de rééducation, on peut pas appeler ça de l'EBP, même s'il y a un article, même si on peut citer. C'est pas l'EBP, mais ça veut pas dire qu'on puisse pas le faire. S'il y a une technique très intéressante publiée par un Greg Lehman que vous avez absolument envie d'essayer, ou un Jeremy Lewis pour ceux qui font de l'épaule, évidemment que vous avez tout à fait le droit de tester ça en clinique. Mais vous ne pouvez pas prétendre ou affirmer que c'est l'EBP.
Donc Mathieu, ouais, d'après ce que tu dis là, tu confirmes que le BP, c'est pas juste s'appuyer sur la science, parce que parfois il y a cette image un peu certains cliniciens pensent que le BP, c'est vraiment uniquement les études scientifiques et uniquement utiliser, entre guillemets, des techniques BP. Non, c'est une combinaison intelligente des preuves et de son expertise clinique. C'est ce que dit Sackett. Et Sackett, il a dit ça, c'était en 96. C'est pas uniquement, c'est pas la pratique restreinte sur les preuves, c'est basé sur les preuves. Donc on va combiner plein de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça? Parce que finalement, tous ces articles-là, et puis ces études scientifiques, c'est un peu compliqué à analyser. Pourquoi est-ce qu'on développe ce troisième axe aussi de preuves scientifiques? Pourquoi est-ce qu'on reste pas avec la théorie et l'expertise clinique? Eh ben, parce que l'expérience individuelle, en tout cas la connaissance qu'on en tire de cette expérience individuelle, elle est fortement biaisée, parce que notre cerveau est pas du tout, ne fonctionne pas du tout sur le mode analytique, mais plutôt en mode heuristique. Il y a beaucoup de raccourcis dans la pensée. On sait que le cerveau, dans son mode de fonctionnement, a de nombreux biais, qu'on appelle des biais cognitifs. D'ailleurs, je vous invite à regarder un peu, à vous renseigner. Il y a énormément de ressources sur Internet sur les biais cognitifs. C'est assez fascinant, assez effrayant aussi d'un certain côté. Et on se rend compte que notre prise de décision, elle est influencée par de mille manières différentes. Et à toutes les étapes du processus cognitif, que ce soit la perception sensible, le recueil d'informations, l'analyse par le cerveau et la prise de décision, à chaque étape du processus cognitif jusqu'à la prise de décision et l'action, il y a des biais. Et la méthode scientifique, c'est une technique qui essaye, en tout cas, de s'affranchir de ces biais. Donc, la méthode scientifique, une fois, c'est une méthode, c'est une manière d'acquérir des connaissances. Il y en a d'autres. Il y a l'intuition, il y a la révélation divine. Je dis pas ça du tout définitive. Il y a beaucoup de choses dans notre vie tous les jours, maintenant, et puis dans le passé aussi, qui n'étaient pas tirées de la science, mais plutôt d'autres modes d'acquisition de connaissances, l'intuition aussi, ça peut en être un. Et on utilise un petit peu tous ces modes d'acquisition de connaissances dans la vie de tous les jours. On utilise beaucoup d'ailleurs l'intuition, l'expérience sensible pour tirer des connaissances, avec de nombreux biais, parce que la méthode scientifique, c'est elle qui essaye en tout cas de s'affranchir de ces biais. Et d'ailleurs, peut-être ce qui serait intéressant aussi, c'est que la méthode scientifique permet aux publications d'être scientifiques quand c'est bien fait, d'être dénuées de biais. Mais nous-mêmes, en tant que lecteurs d'une publication scientifique, on va appliquer nos biais à l'interprétation de ces résultats. Tout à fait, ouais. Alors déjà, une publication, c'est loin d'être dépourvu de biais. Il y en a plein, il faut être capable de les détecter. Et de toute façon, on sait que c'est un objectif, c'est un absolu, mais c'est absolument impossible à obtenir. Il n'y a pas de vérité scientifique. Il y a ce qu'on appelle, il y a des faits, il y a des résultats expérimentaux, mais c'est absolument pas une vérité absolue. On sait que c'est biaisé, on sait que ça dépend de plein de choses, la façon dont a été fait l'expérience. Ça, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais oui, tu as tout à fait raison. Après, une fois qu'on a la publication dans les mains, de nouveau, cette publication, elle devient une source d'information, elle repasse par le même filtre déformé de notre cerveau, et il faut être conscient de tous ces biais. Donc cette méthode d'acquisition des connaissances, encore une fois, loin d'être parfaite, mais elle a l'avantage d'être autocorrectrice. Souvent d'ailleurs, c'est un point faible qui est exploité par les opposants à la méthode scientifique, donc qui relèvent des fois ces contradictions. Mais c'est au contraire, pour moi, c'est sa force, c'est qu'elle revient sans arrêt sur elle-même, et qu'elle se recrée, qu'elle se réinvente en permanence. Elle est critique. Et autocritique. Donc chaque élément est vraiment passé au crible de plein de filtres pour voir si vraiment cet élément est valide ou pas. C'est un fait qui mérite d'être utilisé après. Encore une fois, c'est une méthode et c'est pas un dogme. C'est-à-dire qu'en science, on n'a pas tort ou raison. Quand on fait une expérience, évidemment, on peut jubiler quand ça a marché ou triste quand ça n'a pas marché, mais finalement, un résultat négatif, c'est en soi un résultat aussi. Donc, que le test soit positif ou négatif, c'est un résultat et c'est utile. Je vais reparler aussi du biais de publication.
un peu plus tard, les résultats négatifs sont très, très, très utiles. C'est vrai que souvent, du point de vue de clinicien, on entend beaucoup il faudrait qu'on prouve ce qu'on fait. Et donc, il faut avoir, entre guillemets, un résultat positif pour montrer que ce qu'on fait, ça marche. Alors que, en fait, on est plutôt là pour se poser la question, finalement, est-ce que ce qu'on fait marche, plutôt qu'on va prouver ce qui... Exactement. Ah ouais, non. La façon dont on formule la question, d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles, on le voit déjà dès le début, ça part très très mal quand on commence à lire un article, et puis que dès l'abstract, ou dans l'introduction, l'auteur dit « on a cherché à montrer que », ça part assez mal. Déjà, on sait qu'il y a un énorme biais déjà dès le départ. Non, on n'a pas cherché à montrer que, on a cherché à répondre à une question, à une hypothèse, mais on n'a pas cherché à la valider. Parce que là, oui, parce qu'on part avec un gros biais. Exactement. Donc c'est aussi un tissu de savoir collectif. C'est quelque chose, où les connaissances sont reliées les unes aux autres, soit directement, soit par des concepts intellectuels, des axiomes, des postulats qu'on pose pour combler un petit peu les trous quand on n'a pas de faits. Donc la méthode, en tout cas les connaissances scientifiques, elles doivent être, ce tissu de connaissances, il doit être cohérent. Pareil, on peut pas démarrer une nouvelle thérapie, pourtant ça se voit des fois dans certains papiers, basé sur rien du tout. On doit s'appuyer sur d'autres faits, sur d'autres, il doit y avoir une continuité, une cohérence. Et puis une théorie, ça c'est Poppers, qui était un épistémologue, qui a énoncé donc les critères pour une théorie scientifique. Un des grands critères, c'était la réfutabilité. Alors, si on ne peut pas prouver que la théorie est fausse, c'est pas une théorie scientifique. D'ailleurs, toute la démarche scientifique, ça consiste à essayer de démontrer que la théorie est fausse, et si on échoue, on suppose qu'elle est vraie. Donc on a une logique inverse. En science aussi, on a une logique déductive, c'est-à-dire qu'on formule une hypothèse et qu'ensuite on cherche à la tester expérimentalement, soit à la réfuter, soit à la valider. Et ça, c'est opposé à la logique plutôt inductive, la manière inductive de construction des connaissances, qui consiste à tirer une théorie plutôt des expériences de terrain. Alors, donc il y a beaucoup de sources pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la manière dont on construit le savoir scientifique, mais encore une fois, les scientifiques sont très au courant, en tout cas sont parfaitement conscients que ce savoir-là est assez fragile. Ce tissu de connaissances est très très ténu. On sait par exemple qu'il y a Brian Nosek qui a fait beaucoup d'expériences de réplication de certains résultats. Ça a été fait en psychologie, mais là il a fait ça en cancérologie et en neurosciences. Et il a montré, donc c'est un grand groupe de travail, que entre 10 et 20% des études seulement peuvent être reproduites. Tous les autres résultats sont des faux positifs. Donc on sait très bien qu'il y a beaucoup de points faibles, il y a beaucoup d'erreurs. Donc c'est pas parce que c'est dans un article, c'est pas parce que c'est publié que c'est gravé dans le marbre, absolument pas. Il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. On sait que la majorité des résultats publiés ne sont pas fiables, donc il y a beaucoup de biais. Des biais mathématiques et des biais de confirmation, comme on en a parlé tout à l'heure. Si on démarre l'expérience avec pour but de montrer que ce qu'on a fait jusqu'à présent c'était vrai, on a de fortes chances d'y arriver. Donc tout ça, parfois ça peut un peu rebuter les gens et dire finalement c'est tellement peu fiable que pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça. Mais il faut savoir que les méthodes non validées scientifiquement sont encore moins fiables. C'est un peu comme les navigateurs du 17e, du 18e, évidemment, ils avaient des outils de navigation qui n'étaient pas très fiables, des boussoles qui étaient peut-être pas très bonnes, ou des cartes pas exactes. Et pourtant, ça leur a permis de découvrir le monde, de pas se perdre en mer. Ça serait dû à l'idée des personnes à l'époque de dire, finalement, la carte, elle est pas ultra précise au mètre près, ou alors la boussole, elle est pas précise au degré près. Donc finalement, j'utilise rien du tout et je me fie à mon intuition. Donc de faire de la pratique en disant finalement les preuves scientifiques sont pas assez bonnes et je préfère me fier à mon instinct, ce serait à peu près la même démarche.
D'ailleurs, et puis après, il y a peut-être les risques associés. Là, je prends un exemple que j'ai tiré récemment d'une vidéo là, de Risk Alpha qui était sourcée, où il reprenait l'histoire des traumatismes crâniens graves et de leur traitement aux urgences. Et donc, il y avait un mécanisme physiologique totalement plausible qui faisait qu'on leur administrait des corticostéroïdes pour diminuer l'inflammation et donc améliorer leurs chances. Et à un moment donné, il y a quand même des gens qui se sont demandé si ça valait pas le coup d'étudier si vraiment c'était efficace de leur donner des corticostéroïdes. Et ça a suscité un peu une levée de bouclier parce qu'on disait bah, c'est pas éthique, les gens c'est pas possible de ne pas leur donner de traitement. Et l'étude a quand même été menée, puis c'est avéré que ceux qui n'avaient pas de traitement avaient une mortalité qui était 3% inférieure au groupe qui prenait un traitement. Donc c'est aussi des fois le fait d'utiliser la méthode scientifique comme une vérification que nos méthodes sont plutôt bonnes. Alors bon, après, c'est des exemples qui sont un peu choquants parce qu'on parle de mortalité. Il faut bien se dire qu'en podologie, en tout cas, la mortalité, on n'est pas trop concerné, donc ça fait un peu relativiser les risques. Mais voilà. Encore peut-être pour les diabétiques et les risques d'amputation, ça pourrait se discuter. Voilà. Ouais, non, il y a des choses. Parfois, ouais, quand on réalise l'expérience, bon, il y a dans le domaine des placebos, c'est comme ça que beaucoup d'effets placebos ont été mis en évidence. Mais ouais, parfois on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc il faut faire attention aussi donc aux sources d'information. Donc évidemment, quand on parle d'articles scientifiques, ce dont on parle, c'est les articles avec comité de lecture, donc peer reviewed. Après, n'importe quel article, donc il en existe beaucoup, de plus en plus. Savoir, alors pour la petite histoire, à l'origine, les journaux, c'était des publications des sociétés savantes, par exemple la Société française d'immunologie avait son journal. Il y avait même certains titres de journaux qui conservent encore leur origine. Et c'était une manière pour les sociétés savantes de récupérer un petit peu d'argent afin d'organiser leur congrès. Parce que les articles étaient donc payants. Alors il faut savoir aussi que quand on publie un article, on doit payer. On paye à l'éditeur la publication de l'article, selon le nombre de figures, si les figures sont en couleur ou pas, ça peut coûter assez cher. Et puis le lecteur paye aussi de son côté. Donc on paye des deux côtés. L'auteur et le lecteur payent. Donc c'est une source d'argent assez importante, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont dit bah ouais, on va créer des journaux. Donc il y en a de plus en plus maintenant. Et il y a ce qu'on appelle les journaux prédateurs, c'est-à-dire que c'est uniquement là pour générer de l'argent, parce que les auteurs payent. Ces journaux-là, en général, ils vous sollicitent et puis ils vous proposent de publier de façon assez facile et gratuite vos résultats. Donc évidemment, pour un chercheur qui a besoin de publier pour étoffer son CV, c'est super. Par contre, la qualité des articles et de la recherche est pitoyable. Donc il y a une manière de mesurer un petit peu la qualité du journal, c'est ce qu'on appelle le facteur d'impact. Alors il y en a plusieurs, j'ai mis au pluriel facteur d'impact parce qu'il y a plusieurs façons de les calculer. Et c'est pas du tout une mesure absolue de la qualité d'un article. Déjà, un facteur d'impact, c'est sur le journal en entier, l'année. Donc, certains articles sont au-dessus, d'autres en dessous au niveau qualité. En règle générale, c'est pas parce que vous lisez un très bon journal, vous lisez dans le domaine biomédical, BMJ par exemple, ou BJSM sont des bons journaux. C'est pas parce que c'est des bons journaux que tous les articles dedans sont à prendre pour la parole d'évangile. Donc, mais à l'inverse, donc dans un très bon journal, on peut trouver de mauvais articles. Par contre, on trouve rarement des perles dans un journal avec un facteur d'impact à 0,5. Donc, si vous sélectionnez vos sources, essayez de regarder quand même plutôt les journaux avec un... En exemple, d'ailleurs, on avait, pour les podos, je pense, connaissent cet article de Daniel Lieberman qui était un des précurseurs sur le minimalisme. C'est Bionature, qui est une des revues les plus prestigieuses au monde. Il y avait des données qui étaient intéressantes, mais il y avait aussi beaucoup de choses à dire sur la méthode et la conclusion, donc même dans les gros journaux. Ouais. Ah ouais. Je peux parler aussi d'expérience personnelle. Moi, ma thèse, elle a plutôt mal commencé, parce qu'elle a été fondée, tout début, mon sujet de thèse, c'était basé sur un article qui était dans Cell. Cell, c'est un très très grand journal en biologie cellulaire. C'est vraiment un excellent, juste en dessous Science, Nature, c'était vraiment très très bon. Et en fait, c'était juste un artefact. Alors, l'étude était très bien faite, c'est juste que la méthode qui était utilisée à l'époque, on ne connaissait pas certains de ces biais, et tout ce qui avait été trouvé, donc c'était sur les cellules souches, et tout ce qu'on avait trouvé, tout ce que les auteurs avaient mis en évidence dans cet article-là était totalement faux. Donc voilà, pourtant c'était un excellent journal. La méthode était
était impeccable, mais il y avait une faille, comme partout. Et tu peux avoir aussi des articles où il y a des très mauvaises méthodes. Par exemple, si tu prends l'article qui corrèle l'autisme à la vaccination qui avait été publié quand même dans The Lancet, alors il a été retiré par la suite, mais justement parce qu'il avait une très mauvaise méthodologie derrière. Mais voilà, c'est pas parce qu'effectivement on a un très bon journal que l'article dedans. Tout à fait. Ça aide un petit peu. Encore une fois, on ne trouve pas de perles dans des petits journaux, donc ça ne sert à rien de perdre son temps là-dedans. On ne trouvera jamais quelque chose d'extrêmement utile. Mais quand on lit que les grands journaux, il faut quand même garder un esprit critique. Et alors, est-ce qu'en médecine musculo-squelettique, on a beaucoup de journaux avec des gros facteurs d'impact? Non. Alors le facteur d'impact, c'est la popularité de l'article. C'est calculé sur le nombre de citations. Donc dans des domaines. Donc c'est aussi à mettre en lien avec le domaine dans lequel vous exercez, évidemment, en podologie. Le nombre de citations totales sur la podologie est assez faible, très faible comparé, je ne sais pas, à l'immunologie. Donc forcément, même le meilleur article de podologie sera jamais au niveau d'un journal médiocre en immunologie. Donc c'est encore une fois, c'est relatif. D'accord. Donc tout ça, ça fait que donc cette masse de journaux et donc d'articles, ça fait qu'on a sur toutes ces grandes bases de données, la PubMed, Embase, Medline, une nébuleuse de publications qui sont de plus ou moins bonne qualité. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il y a quand même plus de mauvais articles que de bons articles. Et même les bons articles, encore une fois, il peut y avoir des failles involontaires. D'ailleurs, Altman, c'est donc est-ce qu'il est mathématicien ou médecin? Un peu des deux, je crois, il me semble. Biostatisticien. Je sais plus. Ouais. C'est celui qui a créé l'auteur le plot d'Altman. Ouais. Bref. Lui dit que 99% des publications comportent des travers. Donc il est encore plus sévère. Donc ça pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'études de meilleure qualité? Donc ça, on va essayer de répondre partiellement à cette question-là. Donc, quand on commence même une recherche bibliographique, il faut avoir à l'idée que même quand on regarde dans toutes les bases de données, PubMed, Embase, Medline, tout ce qu'on a, c'est pas non plus la vérité absolue. C'est une vision déformée de l'état de l'art. C'est une vision déformée de la réalité, de nos connaissances. Il y a ce qu'on appelle un biais de publication. Qui fait que, en proportion, on a plus d'articles qui relatent, qui rapportent des résultats positifs que des résultats négatifs. Encore une fois, les journaux essayent de gonfler leurs facteurs d'impact pour être de plus en plus attractifs. Donc, j'essaie de sélectionner des articles qui vont être populaires, qui vont être lus et qui vont être recités. Et c'est les articles finalement populaires, ce sont plutôt ceux qui montrent des résultats un peu nouveaux, positifs, une nouvelle trouvaille. Et si vous faites par exemple une réplication d'une expérience et vous trouvez des résultats négatifs, vous faites tout simplement une expérience, vous testez votre hypothèse, elle est négative, ça va être très très difficile de le faire publier, bien que ça soit tout aussi important qu'un résultat positif. Donc plus de résultats positifs. Le travers aussi, c'est que ça pousse les gens à tester des hypothèses aussi un petit peu plus, à faire des long shots, enfin des hypothèses un petit peu plus risquées. Encore une fois, pour avoir la primeur dans un domaine, être le premier à montrer tel ou tel mécanisme. Donc des hypothèses risquées. Et quand on fait une hypothèse risquée, quand on fait une expérience scientifique, il y a toujours un risque d'avoir des faux positifs. Donc vous pouvez très bien valider une hypothèse totalement farfelue par chance, obtenir un résultat positif, et à ce moment-là, non seulement votre résultat est positif, mais en plus votre hypothèse, elle part assez loin, et vous avez de fortes chances d'être publié. Ouais, par exemple, le fameux P inférieur à 0,05, c'est une probabilité, c'est quelque chose qu'on peut obtenir totalement au pif, quoi, sans qu'il y ait tu as 95% t'as 5% de chance que ce soit un faux positif. Voilà. Donc c'est vrai, c'est l'erreur de type 1. Ça c'est dans les sciences biomédicales. En physique, par exemple, pour que le résultat soit considéré comme positif, le P, c'est pas 0,05, mais c'est 0,000000001.
Évidemment, Voilà, quand on revient à la notion de risque aussi dont on parlait tout à l'heure, où nous, on n'a pas un risque non plus hyper élevé dans le domaine musculo-squelettique. Oui, voilà, parce que si vous travaillez dans le domaine nucléaire et que vous devez construire un réacteur, évidemment, vous avez plutôt intérêt à ce que vos calculs soient justes et on ne peut pas tolérer une erreur, même 5% d'erreur, ce serait tout à fait inenvisageable. Nous, on tolère un petit peu plus d'erreurs parce que dans certaines disciplines, il n'y a pas un effet, il n'y a pas une conséquence létale pour le patient, il y en a d'autres un peu plus. Il y a plein d'effets plein de médicaments qui ont été testés en essais cliniques et puis les essais sont très mal passés parce que les résultats précliniques n'étaient pas une partie, c'était des faux positifs. Donc, biais de publication, il y a aussi l'effet chronologique dont je voulais parler. Quand il y a une nouvelle trouvaille, entre guillemets, une nouvelle connaissance ou alors une nouvelle technique, il y a toujours un petit effet de mode. Il y a toujours beaucoup de publications positives qui vont remontrer la même chose, qui vont dans le sens de cette trouvaille tout au début, parce que c'est à la mode, parce que les journaux vont publier plus facilement ce genre d'informations. Quelques années après, une fois que, imagine, je sais pas, une technique ou une correction, un type de correction sur une semelle, un nouveau type de correction sur une semelle, donc tout le monde va publier, puis va montrer que pour telle pathologie, puis pour telle autre, et pour telle autre, il y a un effet positif. Et une fois qu'on aura un petit peu épuisé la ressource, ça va devenir un petit peu plus difficile de publier sur le sujet. Les journaux vont rejeter en disant, c'est bon, on a déjà suffisamment ça a déjà été publié. Après, ce qui va devenir à la mode, c'est de montrer l'inverse. On va dire, non, finalement, telle correction ne marche pas dans tel et tel domaine. Et puis, on a une deuxième vague plutôt de résultats négatifs cette fois-ci. Et puis, il faut attendre un petit peu plus longtemps pour qu'il y ait une espèce de nivellement, pour qu'il y ait des méta-analyses qui reprennent toutes les études et qui tranchent finalement est-ce qu'il y avait oui ou non en effet. Donc, il y a toujours un effet chronologique comme ça dans les connaissances. Donc, quand on lit un article, il faut aussi se poser la question quand est-ce qu'il a été publié par rapport à la découverte de cette technique ou de cet effet ou de cette pathologie et dans quelle vague, dans quelle phase on est de cette chronologie. Là, tu en as parlé aussi tout à l'heure, la formulation de la question. Quand on fait une étude pour montrer que c'est vrai, forcément, on a un biais de confirmation d'hypothèse. Et même chose quand on lit un article. Si on cherche un article pour prouver que ce qu'on fait en cabinet, c'est juste, j'ai une bonne nouvelle. Il y a de fortes chances que vous allez trouver. Il y a des articles sur à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça, alors du coup, je m'avance un peu parce qu'on m'avait posé cette question, comment tu fais en tant que clinicien si tu tombes sur des articles qui ont des conclusions opposées? Parce que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est ça. La question, comment ai-je été exposé à cet article, de tomber sur un article qui montre, soit qui confirme ce que vous faites, c'est presque le pire, parce que finalement, c'est trop facile, ça stimule pas votre esprit critique, soit qui montre l'inverse. Alors, c'est assez marrant, parce que vous tombez sur un article qui confirme votre façon de faire, vous allez lire l'article, vous allez le trouver très bien, méthodologiquement, vous allez donner une bonne note de qualité. Vous tombez sur un article qui montre que ce que vous faites c'est pas bien ou qui montre l'inverse. Là, vous allez beaucoup plus critique, vous allez relever plein de petites anomalies et donc c'est assez amusant. Ouais, on en parlait avec Clément juste avant, justement. On se disait que c'est beaucoup plus compliqué quand tu as un article qui confirme tes biais parce que tu dois avoir beaucoup plus d'esprit critique à ce moment-là. En fait, il faut vraiment faut l'analyser très critiquement, quoi. Ce qu'on veut, c'est pas, encore une fois, si on a un esprit scientifique, on veut pas avoir tort ou avoir raison. On veut tous faire ce qu'il y a de mieux pour notre patient. Si on s'est trompé, il faut le reconnaître et changer de méthode. Enfin, le premier, si je me rends compte que la méthode que j'ai utilisée ou que j'utilise actuellement est pas la meilleure, je change volontiers. Donc, il faut se détacher un petit peu de notre méthode et de nos outils. Ce ne sont que des outils, c'est pas nous. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être du patient. Donc, de chercher absolument à confirmer ce qu'on fait, c'est pas la bonne attitude. Il faut au contraire être critique et voir est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment efficace ou pas. Donc ouais, ça c'est ce qu'on appelle en anglais le cherry picking. C'est de trouver dans la littérature que ce qui va dans l'autre sens. Ce qui fait que en fait on peut pas tomber sur un article
En tout cas, c'est pas la bonne démarche. Quand on fait une recherche de la bibliographie, en gros, soit on fait une recherche systématique, exhaustive, avec une méthode, ou alors on fait juste de la veille scientifique. Mais en tout cas, d'aller comme ça dans les bases de données et puis de chercher sans avoir une méthode, c'est s'exposer à beaucoup de biais aussi, des biais le biais de publication par exemple, parce qu'on va trouver des articles positifs mais pas négatifs. Est-ce que vous voulez, par exemple, est-ce que les ultrasons vont fonctionner sur, je sais pas, l'entorse de la cheville, pour la résolution de l'entorse de cheville, vous allez trouver beaucoup d'articles positifs, très très peu négatifs. Et pourtant, la balance des deux, on sait où elle se trouve. Enfin, les méta-analyses ont montré, ont tranché. En défaveur, du coup. Plutôt en défaveur, ouais. Bon, en tout cas, je dis juste un petit mot là-dessus. Comme on voit que faut avoir une certaine méthodologie pour analyser tout ça, que c'est pas toujours évident non plus de faire la recherche et que ça demande du temps, on vous annoncera quelque chose juste à la fin, une petite surprise pour vous aider dans tout ça. Ouais. Oui, parce que voilà, faut pas que les gens se retrouvent isolés face à ce problème. Autre aspect aussi du problème, et là c'est quelque chose, comme je l'ai dit au départ, que moi j'ai réalisé quand je me suis lancé quand je me suis rapproché des patients, c'est la différence entre la clinique et puis le laboratoire. En recherche fondamentale, les résultats ils sont relativement robustes. On a des modèles qui sont très, très bien définis. On maîtrise tous les paramètres de l'expérience. Par contre, ça veut dire que c'est applicable que dans ces circonstances-là. Et de toute façon, c'est vraiment le message à retenir. Quand vous lisez une publication et qu'il y a un résultat sur une technique, ce n'est valable que dans ce contexte fait de cette manière-là sur tel type de population. Donc, c'est très restreint. Donc, quand vous faites de la recherche fondamentale, on maîtrise énormément de paramètres. Quand on se rapproche du patient, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas. Alors du coup, la recherche fondamentale, elle est peu applicable. Donc les résultats sont assez solides. On a un peu moins de chances d'avoir de faux positifs. On maîtrise plus de variables. Par contre, peu applicable à grande échelle parce que vous faites une expérience sur un pied diabétique ou sur une population bien spécifique, sur des jeunes filles gymnastes. Vous pouvez pas extrapoler ces résultats-là à des marathoniens entre 40 et 50 ans. Peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a rien qui permet de le dire. Recherche clinique, donc beaucoup plus applicable. On utilise des patients dans leur contexte, des grandes cohortes de patients, mais évidemment plus de variables, et ça veut dire plus de risques de faux positifs et de faux négatifs. Donc il y a cette relation inverse entre l'applicabilité des résultats et leur robustesse. Plus un résultat sera applicable au grand public, et plus sera, en tout cas moins il sera fiable. Un mot très rapidement sur les types d'études qu'on peut trouver, en tout cas le type de source d'évidence. Alors il y a plein de classifications de niveau de preuve, donc différents types d'articles déjà qui sont publiés. Il y a juste des études de cas, il peut y avoir des études contrôlées, randomisées, donc les RCT, des études de cohorte, et puis au sommet de la pyramide, on est censé trouver les revues systématiques et les méta-analyses d'essais cliniques randomisés. C'est pas une échelle absolue, encore une fois. Il faut regarder aussi la qualité de chacune de ces publications-là. Une revue systématique ne vaut pas forcément plus qu'un essai clinique isolé. Il y a des revues systématiques de très mauvaise qualité qui ne critiquent pas la méthodologie, qui se contentent juste de récupérer, de draguer ce qui a été publié sur un sujet, de compiler tous les résultats. Il n'y a pas de décortication des méthodes. Donc ça, finalement, c'est très peu utile. Et je préfère largement lire un essai clinique bien fait, dont la méthodologie a été décrite et où les auteurs se sont, voire même où dans le protocole a été publié en avance. Ça se fait de plus en plus maintenant. Donc attention à cette pyramide comme ça du niveau de preuve. C'est pas du tout un critère absolu. Les revues systématiques ne sont pas toutes bonnes, loin de là. Il faut que ce soit une revue systématique de bonne qualité. Il faut regarder quels critères les auteurs ont utilisés pour sélectionner les articles, quels critères d'inclusion, d'exclusion pour les articles. Est-ce qu'ils ont fait une analyse de la méthodologie, de la qualité de chaque article, différentes échelles qui existent, mais il faut faire très très attention à ça.
Et en fonction du type d'article qu'on lit, on peut tirer un niveau de confiance dans les preuves que l'on a. Donc, est-ce que c'est des preuves fortes, modérées, faibles, une opinion d'expert. Mais le lien, il n'est pas linéaire. Une revue systématique ne va pas forcément donner une évidence forte. Il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, quand on fait une recherche bibliographique, on a un petit peu l'impression là dans PubMed, Embase qu'il y a plein d'articles et puis finalement on peut sélectionner ce qui nous plaît, un peu comme au supermarché. On pioche un peu et on remplit notre caddie et puis à la fin on a suffisamment d'articles et on se dit ben voilà, je fais le BP, je peux confirmer chaque aspect de ma pratique par de la littérature. C'est pas d'evidence-based practice. Une recherche bibliographique, ça ressemble plus aux chercheurs d'or, c'est-à-dire qu'on passe des heures et des heures les mains dans la boue pour essayer de trouver une toute petite pépite qui va nous être utile. Autre aspect important aussi, c'est souvent la conclusion des grosses méta-analyses ou des revues Cochrane, donc qui peinent à montrer l'efficacité d'une technique. L'absence de preuve d'efficacité, c'est pas une preuve d'inefficacité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité? C'est parfois ça peut être parce que le nombre de participants est insuffisant, il y a une faiblesse statistique, donc peut-être que la technique marche, mais que la méthode a été tellement mauvaise que même si elle marchait, de toute façon, on aurait du mal à le dire. Donc faire attention aussi à ça. D'un autre côté, quand beaucoup d'études peinent à montrer l'efficacité d'une technique, on se dit que de toute façon, l'effet ne doit pas être si gigantesque que ça. Mais le problème qu'on a, c'est que donc il y a beaucoup d'articles, en tout cas beaucoup d'études de mauvaise qualité, qui ont toutes les mêmes biais, qui sont basés sur une méthodologie assez faible, qui ont toutes les mêmes limitations, et c'est pas en accumulant des études de mauvaise qualité qu'on va renforcer les connaissances. Au contraire, même ça jette plus le trouble que ça n'aide. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire sur la méthodologie. On a parfois l'impression que les gens font les études sans avoir lu ce qui se passe avant et ce qui a été fait avant. Ne serait-ce que dans les mesures de résultats, donc les outcome measures, il y a les revues systématiques, les méta-analyses, des fois peinent à arriver à une conclusion parce que chaque auteur a utilisé un moyen différent de rapporter ses résultats. On fait une mesure différente, un calcul différent, on a trouvé un autre questionnaire ou un autre score. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de cohérence pour ça. Puis peut-être un problème, alors c'est un peu différent, mais c'est aussi des fois l'applicabilité de certaines trouvailles où on a des recherches qui ne sont pas toujours reliées à une réalité de terrain. Donc ça, c'est aussi un autre problème, quoi. Il faut que les chercheurs, si on n'évalue pas ce qui est pratiqué en cabinet, ben, il y a peu de chances que de toute façon on aille regarder. Ouais. Ou dans la même ligne, parfois des résultats qui sont significatifs statistiquement. Donc, on a un P inférieur à 0,05, mais par contre, il n'y a pas d'effet clinique. Ouais. C'est pas, il n'y a pas d'impact, par contre, des modifications de score ou d'amplitude articulaire. Ben, peut-être que vous avez une technique qui vous permet d'avoir 1 degré d'amplitude articulaire avec un P inférieur à 0,05. Donc, la technique marche vraiment, mais par contre, 1 degré ça dépend de quelle articulation, puis à quel endroit de l'amplitude. Mais 1 degré, on va dire, vous n'allez pas changer complètement. Il y avait la vie du patient, oui. Ouais, la vie des patients. Il y avait un truc sur c'est le time up and go. Donc c'était chez les patients âgés, c'est le temps mesuré pour que le patient se lève d'une chaise et avance de 6 mètres. Et puis quand il y avait des différences de 1 seconde et demie ou 3 secondes, c'était peut-être significativement, mais statistiquement, pardon. Mais ça change pas, ça révolutionne pas la vie du patient. Ouais, il y avait Pierre Rousseau qui faisait une remarque, ça cible pas un type d'étude clinique en particulier, mais même où sur la douleur, par exemple, il y a des études qui reportent des différences de 0,5 ou 1 point sur l'échelle EVA de douleur. Et le seuil le seuil qu'on considère comme clinique, c'est-à-dire sur lequel on peut vraiment se dire que le patient perçoit une différence, c'est au moins 2. Voilà, c'est des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Donc ça paraît un peu bizarre, hein, là, pendant une demi-heure, j'ai passé mon temps presque à démonter la qualité de la recherche.
alors que j'étais moi-même chercheur. Donc, tout ça pour dire que ceux qui mettent le BP sur un piédestal, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, c'est la meilleure des manières, mais c'est pas absolu. On est très loin d'une vérité absolue. Donc, pratique basée sur les preuves. Enfin, EBP, d'accord, mais le E, il est un petit peu en carton. Il faut faire très attention à ça. Donc sur quoi? Alors on va revenir vraiment maintenant plus pratique et plus appliqué pour ceux qui travaillent en cabinet. Quelle est la conclusion de tout ça? En fait, j'ai volontairement essayé de faire peur. C'est qu'il ne faut pas se lancer tout seul dans une recherche bibliographique parce que ça demande de la méthode, parce qu'il y a trop de publications de mauvaise qualité et que tout seul de ce côté, c'est impossible de faire un vrai tri. En gros, soit on fait une recherche bibliographique systématique et exhaustive avec une vraie méthode, soit on n'en fait pas, ou on fait juste de la veille scientifique pour se tenir au courant. Mais en tout cas, il faut faire très attention à ça. En gros, si on veut, alors la meilleure des solutions, ce serait de se fier aux directives qui existent, qui encore une fois sont pas absolues, elles ont des biais. Parfois, elles sont même contradictoires entre elles, dans différents pays. Les méthodes sont pas tout à fait les mêmes, donc parce que les comités d'experts sont pas les mêmes. Donc, encore une fois, c'est pas absolu, mais plutôt que de se baser sur un article, plutôt regarder ce que disent les sociétés savantes, les comités d'experts. Alors évidemment, il n'y a pas des directives sur tout. On peut aussi donc faire soi-même ses propres directives. D'ailleurs, au cabinet, j'ai la chance d'être dans un cabinet où un très gros cabinet, une quarantaine de physios. Donc, on a la ressource pour faire du travail en profondeur. À l'échelle individuelle, absolument impossible. Donc c'est là où ça rejoint ce que tu disais, Clément, c'est des groupes de travail pour faire une vraie recherche de la littérature avec une méthode. D'ailleurs, si vous regardez, hier soir encore, je regardais sur Cochrane, donc la librairie Cochrane, donc il y a certaines revues qui sont publiées, puis il y a des protocoles qui sont publiés. Donc avant de se lancer dans une revue systématique ou une méta-analyse chez Cochrane, ils publient, et c'est très important, très intéressant à lire, ils publient la méthode qu'ils vont utiliser pour faire leur analyse de la bibliographie. Et donc, vous allez voir que si vous regardez ce genre de publications, ils ne se lancent pas tête baissée dans PubMed. Il y a une vraie réflexion au départ sur la méthode de recherche des publications. Donc, il faut presque, en gros, si vous voulez faire vraiment de l'EBP, il faut se mettre en groupe de travail, avoir un petit peu de temps aussi, et faire une recherche tellement bonne que elle puisse être publiée. Et d'ailleurs, même si si vous passez ce temps, vous êtes tout à fait encouragé à publier ça. Et là, ça sera de la vraie EBP, mais en tout cas pas à l'échelle individuelle. Il y a des vraies implications pratiques pour ça. Enfin, moi, je l'avais fait en l'occurrence parce qu'on m'avait demandé d'intervenir sur la polyarthrite rhumatoïde en tant que podologue. Ouais. J'avoue que c'est un sujet, évidemment, comme tout le monde, je connais un peu. Ça m'arrive d'avoir de temps en temps des patients polyarthrites, mais je ne pense pas être plus spécialiste qu'un autre podologue là-dessus. Mm-hmm. Et finalement, en ayant conduit cette recherche qui était quand même, alors ça ne s'est pas fait en 2 minutes, mais j'ai fait une recherche qui était quand même globalement exhaustive. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai amassé beaucoup de connaissances là-dessus. Ça m'a permis de faire une conférence devant des rhumatologues et des chirurgiens Mm-hmm. qui étaient spécialistes de cette patho, Mm-hmm. sans avoir la pression, en fait. Mm-hmm. Et donc ça s'est très bien passé. Et puis il y avait des choses qui sont ressorties dont j'étais pas au courant, à savoir que les semelles, par exemple, c'est un traitement qui est recommandé dans la polyarthrite, même quand il y a très peu de symptômes au pied, parce que c'est une des pathologies où l'effet préventif peut être considéré du fait que ce soit dégénératif, etc. Donc c'est vraiment des choses qui vont aussi apporter des connaissances dans des domaines où on n'en a pas forcément. Et je dirais que si on arrive à coupler ça alors qu'on était déjà expert dans le domaine, là on passe encore à un autre niveau du coup de compréhension. Tout à fait. C'est important d'avoir des connaissances comme dans le domaine et des connaissances pratiques, surtout quand on va analyser les articles ou plutôt les revues. C'est des critiques sur la méthodologie. Parfois, si on n'est pas vraiment expert dans le domaine, on a certains biais qui sera presque impossible à trouver. Ouais, c'est ça. En l'occurrence, pour cet exemple-là, je dirais que j'étais expert sur le côté semelle et moins sur le côté de la pathologie en soi. Mais derrière, ça permettait aussi quand j'ai vu que les médecins faisaient leurs exposés dans cette conférence, et bien finalement, ils retombaient sur les mêmes références, les mêmes types de traitements et tout. Et donc, j'avais aucune surprise finalement en écoutant ce qui était.
Mais donc, dans ces cas-là, donc quand on fait une recherche aussi, il faut utiliser des outils. Il faut donc passer au crible, ne pas lire les articles, mais les analyser. Je vous ai mis deux références là de guides d'analyse de la littérature qui sont vraiment bien. Il faut être méthodologique dans la recherche bibliographique aussi. Quand on fait une expérience, quand on se lance dans une expérience pratique, il faut une méthode. Et quand on fait de la recherche bibliographique, il faut aussi une méthode. Ça, c'est très important. Et en guise de conclusion, donc j'ai dit plusieurs fois que la méthode scientifique c'était autocorrectrice et on voit souvent, et je vais parler aussi de l'effet chronologique, ça arrive très souvent qu'une technique soit d'abord recommandée et puis abandonnée et puis réhabilitée quelques années après ou dizaines d'années après. Et ça, encore une fois, ça n'enlève rien à la crédibilité de l'EBP parce que quand on essaye de baser notre pratique sur les preuves, ce qu'on offre à nos patients, c'est le meilleur traitement possible dans l'état actuel des connaissances. Évidemment, l'état actuel des connaissances, il évolue. Donc, ce que je dis aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai fait des formations il y a quelques temps, ce que je disais avant à mes patients, j'ai changé mon discours. Je dis pas l'inverse, mais j'ai fortement modifié. Donc, on évolue tous et ce qu'on peut proposer, c'est en toute humilité le meilleur traitement possible dans l'état actuel de nos connaissances. Puis pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure sur l'évidence d'absence, ça faisait aussi penser à cet exemple du parachute où finalement il y avait une revue systématique ironique qui avait été publiée dans un grand journal, le BMJ, qui voulait faire la revue de tous les essais, qui vérifiait si mettre un parachute, c'était quelque chose qui était efficace pour réduire la mortalité en cas de chute libre. Évidemment, on ne trouve aucune étude qui teste ça, donc on ne peut pas conclure à l'efficacité du parachute pour ne pas mourir. Non, c'est pas prouvé scientifiquement que le parachute marche. Alors, ouais, c'est un peu extrême, parce que là, évidemment, tu as la théorie derrière, mais oui, c'est un exemple nouveau. Et du coup, donc, parce que la petite annonce là, que je faisais tout à l'heure, c'est que on voit que c'est important pour nos pratiques du coup, de prendre en compte la littérature scientifique pour éviter tout les tas de biais qu'on peut avoir si on se base uniquement sur l'expérience. Et par contre, le fait est que la recherche a elle-même aussi beaucoup de biais, que c'est pas évident de mener une recherche, d'analyser ça de façon critique, parce que ça demande souvent une formation universitaire. Parfois, il y a aussi la barrière de l'anglais, il y a le fait qu'on n'est pas spécialiste dans le domaine. Enfin voilà, il y a plein d'obstacles qui font que, avec ForFoot, on voudrait apporter une petite pierre à cet édifice, du coup, avec notre gazette de veille scientifique. Donc vous en saurez plus à partir de juin. Je ne sais pas si on voit très bien là, mais c'est le numéro de juin 2020. Et le but, c'est donc de faire intervenir des experts pluridisciplinaires, comme disait Mathieu tout à l'heure. Donc en l'occurrence, Mathieu intervient dedans, Alex aussi. Vous avez déjà vu le docteur Marafi, le docteur Guillain la semaine dernière. Vous aurez Marlène Giandolini et Sébastien Pavaillé sur les chaussures, donc qui eux sont ingénieurs dans le développement de chaussures vendredi. Vous aurez le chirurgien du pied Jean-Yves Collard la semaine d'après. Enfin, voilà. On essaie de réunir pas mal de gens qui sont experts dans leur domaine et qui sauront sélectionner des articles qui sont pertinents et donner un avis critique dessus, pour que nous, on puisse suivre aussi ça de manière plus facile, parce que, chose que je n'ai pas évoquée, il y a aussi la contrainte du temps, en fait, qu'on disait tout à l'heure que ça ne se fait pas comme ça de conduire une recherche. Ça veut dire aussi que ça prend du temps, et en tant que clinicien, c'est pas notre boulot principal forcément d'être analyste de PubMed. Du coup, voilà, on mettra à disposition cet outil-là dès juin pour un premier numéro gratuit, et puis septembre pour l'enchaînement des publications. Ouais, parce que ça, quand vous avez des gens qui font pour vous ce travail d'analyse critique de la littérature, ça vaut de l'or. Donc, d'avoir des experts qui peuvent vraiment sélectionner les meilleurs articles et puis faire déjà un premier tri pour vous, c'est vraiment super. Donc après, je voyais pas trop de questions, mais en même temps, c'était très clair. Et puis, faut dire aussi que c'est un domaine qui est très, très technique et où on n'est pas forcément habitué. Donc, si je vois pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va pouvoir arrêter. En tout cas, c'est une très belle présentation, Mathieu. Donc, merci. Merci, bravo. Pour cette interview. Merci de nous avoir présenté ça. Merci, Alex aussi. Non, je vais observer.
On va poser 2-3 questions, c'est bien. Oui, oui, mais bon, c'était tellement clair, la présentation de Mathieu, pour le coup, que... Et puis, ben non, puis en plus, ce qui est vrai que ce qui était important, c'est que c'est assez rare d'avoir des gens de ton profil qui étaient d'abord chercheurs avant d'être devenus cliniciens. En fait, on a plus l'habitude du parcours inverse. C'est des cliniciens qui ensuite s'investissent dans la recherche. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à vendredi pour notre prochain live qui sera sur la thématique de la chaussure avec Marine Giandolini et Sébastien Paveillé. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.